Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai réussi à me réfugier dans mon nouveau bunker. Bon, bien sûr, c'est pas du tout un fond vert, je l'ai acheté et équipé moi-même. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Le programme d'aujourd'hui, c'est êtes-vous à l'abri de tout ce qui peut être menace extérieure, ce qui peut être les virus, la radioactivité, les guerres? Eh bien, je pense que vous ne l'êtes pas si vous avez cliqué sur cette vidéo, puisque nous allons voir aujourd'hui des personnes qui, eux, sont bien prêts et sont opérationnels en cas de problème ou de catastrophe. Et la plupart des personnes qui, justement, se préparaient à ce genre d'éventualité ont principalement toujours été un petit peu considérées comme des fous ou des personnes un petit peu excentriques. Et aujourd'hui, la réalité les ramène tout simplement à un fait que ils sont pas si fous que ça et que ils ont pris conscience du danger qui les entourait, à l'instar de la grande majorité d'entre nous. Pour ma part, je les ai jamais considérés comme fous. En tout cas, maintenant, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces personnes qui se sont préparées à un bouleversement. C'est une entreprise qui fabrique des bunkers et nous allons pouvoir commenter ça un petit peu et regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Florence Saner est ingénieure. Pendant ces temps, elle a conçu des tunnels pour les métros. Elle fabrique désormais des abris ici à Surgères. Vous pouvez constater que c'est une très bonne reconversion, puisque là, c'est une personne qui avait un très bon poste et qui s'est tout simplement reconvertie dans la fabrication de bunkers à destination principalement des particuliers. Des refuges de jardin élaborés à partir de conteneurs. Voici le modèle de base de 15 mètres carrés. Et effectivement, on va venir l'enterrer chez le particulier, donc il y a un terrassement qui est réalisé, on va faire des fondations dans les quatre coins, et puis le conteneur derrière, il y a une coque en béton armé. Le principe est relativement simple, elle se sert d'anciens conteneurs maritimes qu'on peut trouver, alors je sais pas, pendant un moment ça se trouvait vraiment pas cher, maintenant les prix ont un petit peu augmenté, et en fait son principe c'est de aménager ce conteneur, que c'est des surfaces plutôt réduites, parce qu'un conteneur ça fait peut-être 10-15 mètres carrés à peu près, c'est juste pour y tenir quelques semaines on va dire. Donc elle l'aménage, elle y installe une entrée sur le côté, et puis donc elle enterre ça dans les jardins, et elle va recouvrir ça d'une chape de béton. Qui va être coulée autour, et c'est bien le béton qui va faire la robustesse de l'ouvrage et la rigidité dans le temps. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les appels se multiplient. Les particuliers souhaitent se protéger comme cette mère de famille qui se renseigne pour un refuge adapté en cas de radiation. Forcément, la crise ayant éclaté aux portes de l'Europe, voire même directement en Europe, même si c'est pas un pays de l'OTAN, eh ben, ça fait prendre conscience que la guerre n'est pas si loin et on peut se prémunir. Toutes les entreprises qui fabriquent des bunkers ont vu leur carnet de commandes exploser. Ça serait une ventilation avec des filtres à charbon, des filtres bactériologiques ou plutôt des filtres à particules radioactives? Donc on a quand même une large palette de choix, autant prendre peut-être les trois. Tant qu'à faire radioactive, vu l'événement actuel. Vu le contexte, oui, je comprends. On n'a jamais été aussi proche depuis la fin de la guerre 1945, avec le largage de 2 bombes nucléaires au Japon. Il y a eu l'accident de Tchernobyl également. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aux portes. Il suffirait de rien pour que tout bascule. Des refuges déjà modélisés avec 15 jours d'autonomie possible. Alors 15 jours d'autonomie possible, honnêtement, moi ça me paraît vraiment peu. Vous allez avoir un espace nuit, un cabinet de toilette, avec le strict minimum. Le but étant quand même d'être autosuffisant, de pouvoir vivre en autonomie dans le refuge sur une petite période de confinement. Je comprends pas pourquoi c'est 15 jours, on pourrait largement faire plus. Alors après, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de stockage pour la nourriture? Ça me paraît court. Florence travaille avec son père pour proposer plusieurs degrés de protection, tempête, accidents chimiques ou radioactivité. Il faut tout prévoir, absolument, et avoir différents niveaux de protection et pouvoir faire face aux différents cas de catastrophe. Voilà. Pour descendre dans le refuge, un accès discret. Florence Saner applique son expérience des constructions souterraines. Il y a des techniques à connaître, il faut quand même aller à l'encontre de la poussée d'Archimède. Oui, alors, vous amusez pas à creuser un trou dans votre jardin et fabriquer le truc vous-même. Essayez quand même d'étudier un minimum la chose, même si vous voulez le reproduire vous. Il y a des risques d'ensevelissement, je sais pas si ça se dit comme ça. Vous amusez pas à faire des trucs sans protection, sans y connaître un minimum, parce que ça serait quand même bête de mourir dans son jardin enterré, alors quand vous essayez de protéger la famille. C'est des personnes quand même qui ont un minimum de compétences pour faire ce genre de choses, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut prévoir un système d'étanchéité pour que le refuge soit pas soumis aux intempéries ou
ou qu'il y ait des arrivées d'eau. Donc oui, c'est très technique. Le succès de l'entreprise traduit surtout une inquiétude des clients potentiels, prêts à débourser 50 000 € pour le modèle de base. 15 jours d'autonomie, 50 000 €, bon, je pense qu'on pourrait mieux faire. Sous ces immeubles de béton, Alors maintenant, parlons d'un autre pays qui, lui, a rarement été en conflit et au contraire qui a toujours été neutre, qui, en plus de ça, récupère ou a récupéré, parce que c'est peut-être plus à la mode, la Suisse pour y mettre son argent. Elle a une grande réserve d'argent, elle est jamais en conflit avec les autres pays et c'est paradoxalement le pays le mieux protégé en cas d'attaque puisque ce pays-là, la Suisse, depuis une loi de 1960, impose la construction de bunkers sous chaque immeuble d'habitation contenant la capacité de tous les résidents de l'immeuble. Et donc ça en fait le pays le mieux préparé en termes de protection bunker par habitant au monde. Il n'y a pas mieux en fait. Ça veut dire que chaque citoyen suisse, je ne sais plus combien de millions d'habitants ils ont, chacun a son bunker. Voilà, ils sont protégés. au milieu des montagnes, C'est insensé. la Suisse cultive sa singularité. Entrée de Ici, une loi du début des années 60 rend obligatoire la construction d'abris bétonnés. Le principe, une place pour chaque habitant. Chaque habitant doit avoir sa place protégée et donc sous chaque immeuble de cet écoquartier, il y a des abris privés et il y a aussi pour les Tout ce qui va être collectivité, bien entendu. Tout le monde est protégé. écoles ou autres, des abris publics de plus de 300 places et c'est vraiment dédié au quartier, à la population locale pour les protéger. À l'intérieur, tout est prévu pour vivre confortablement. On y trouve des lits superposés, des douches, des salles de commandement ou encore des hôpitaux. Tout pour survivre en cas de conflit. Ils ont vraiment tout prévu. C'est le summum en termes de protection civile. Voilà. Ils ont pensé à tous leurs habitants. La France, c'est pas ça du tout. Loin Un de peu là. tombé dans l'oubli ces dernières années, voire menacé par l'Assemblée fédérale du pays, la guerre en Ukraine a réveillé l'intérêt des habitants pour ces constructions. On se rend compte qu'il y a des centrales nucléaires en Suisse, il y a des centrales nucléaires en Europe. Parce que sans parler forcément de guerre, un accident peut très bien aussi arriver et ça peut être une catastrophe sanitaire incroyable. Imaginez-vous que l'une de nos centrales pète, c'est dramatique parce que personne n'est protégé. Encore en Suisse, ils ont leur bunker. En France, c'est une catastrophe. Plusieurs endroits. Donc oui, cette utilité, ça a été conçu pour ça et je pense qu'aujourd'hui, on doit les garder, en tout cas avec ce qui se passe dans le monde, on doit les garder en état de préparation. Et oui, elle a raison, ils sont très forts ces Suisses. Maintenant, on part dans le jardin d'un particulier. Ça, c'est une autre alternative. Ce monsieur a eu la chance, si vous voulez, de trouver par hasard un ancien bunker qui était présent dans son jardin, qui a quand même une capacité de 10 personnes, donc c'est assez impressionnant. Comme il a acheté la maison, ça lui appartient, il n'a rien eu besoin de faire, c'était déjà inclus dans son jardin. Voilà, C'est incroyable. les entrailles de la Terre. Joël a mis au jour à l'automne dernier un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Un abri anti-aérien en béton armé en capacité d'abriter près de 10 personnes. Avec 2 aérations prévues à l'extérieur, son architecte espérait ainsi échapper aux bombardements alliés. C'est assez impressionnant comme construction. Bombardement allié, donc peut-être une réquisition. Un Allemand qui s'est installé là et qui a réquisitionné sa maison, je sais pas, et qui a fait ordonner la construction d'un bunker. Et de savoir qu'une personne ait fait ça toute seule, j'ai fait venir un maçon qui m'a dit mais c'est quelque chose de colossal à construire. J'ai voulu quand même rentrer dedans avec mon épouse pour se dire si d'aventure nous aurions trouvé un trésor, on ne l'aurait dit à personne. Bah tiens donc. Mais c'est déjà une belle pépite que vous avez là, monsieur. Un bunker dans son jardin, je pense que c'est un grand luxe aujourd'hui. Voilà. Fier de ce patrimoine local, Joël va désormais se faire passeur d'histoire et offrir au regard des habitants de son quartier son abri anti-aérien. Il est sympa, ça veut dire qu'en plus de ça, s'il y a un problème, il pourra accueillir ses voisins, il est vraiment top. Il n'était jusqu'alors pour eux qu'une légende. C'est dingue ça au sol, ce que ça représente, ça a l'air immense. On n'a pas vu vraiment à l'intérieur, la caméra n'a pas forcément montré vraiment la grande pièce, mais 10 personnes, ça semble colossal, hein, parce qu'on a vu que des couloirs un peu étroits. Quand je disais la France, c'est pas si bien préparé que ça, elle a des trucs en réserve, mais c'est caché, c'est secret, on sait pas ce qu'il y a, on dirait qu'elle garde tout pour elle, la France, c'est incroyable. Ils ont eu vent d'un passage secret, Ce petit mot là, le passage secret. caché dans les profondeurs de cette gare. Non mais regardez-moi ça, en plein milieu d'une gare, vous avez le quai qui s'ouvre, ça va laisser apparaître un escalier. Ça c'est de la révélation. On ne se serait jamais douté d'un truc comme ça en plein milieu de la gare. Un lieu qu'ils attendaient de voir depuis des mois pour les besoins du jeu. Alors
Alors oui, c'est 2 développeurs Call of Duty qui vont s'inspirer des éléments présents à l'intérieur du bunker pour s'inspirer et façonner ça dans leur jeu. Je suis passé par cette gare tant de fois, je ne me suis jamais douté, j'ai dû marcher dessus. Qui aurait pu penser que ça serait en plein milieu de la gare comme ça? Personne. En fait, vous allez comprendre pourquoi il y avait ce bunker en pleine gare, c'est parce que c'était pour protéger des cheminots résistants. C'est en fait un bunker datant de 1939 qui a abrité pendant plusieurs années une soixantaine de cheminots résistants. Ah, ça c'est le centre de communication. Et oui. Regarde-moi ces détails. C'est assez vétus comme endroit, mais on pourrait très bien le réhabiliter et le mettre au service de la population actuelle, sans peut-être forcément toucher aux installations d'origine qui laissent un témoignage historique. On peut très bien se servir de tout l'espace qui est là-dessous pour en faire quelque chose. Glenn sait qu'il joue gros. Le coût de développement de Call of Duty est estimé à 45 millions d'euros. En ajoutant le marketing, on arrive au chiffre astronomique de 215 millions d'euros, soit le budget d'un Pirate des Caraïbes par exemple. Assez incroyable ce passage secret déjà qui se déploie automatiquement, ça déjà je suis assez fan. Et ben voilà ce que ça renferme en dessous et en plein cœur d'une gare, hein, donc fréquentée par des milliers de personnes chaque jour, vous avez ça sous les pieds. Le refuge de Big Al est situé en montagne. Un autre extrait d'un survivaliste cette fois-ci, parce que son bunker à lui, il est entièrement prêt, il y a déjà même les victuailles et il s'entraîne de temps en temps à faire des expéditions en temps réel, c'est-à-dire vraiment s'il y avait quelque chose, donc il prend sa voiture et il est en mode, voilà, il se passe quelque chose, je vais dans mon bunker et c'est parti, on commence quoi. Donc lui, il a vraiment imprégné ça, un scénario dans sa tête pour lui faire prendre conscience du danger et se mettre dans les conditions du réel et véritablement tester tout ça en temps réel. Sur un terrain de 16 hectares, à 1700 mètres d'altitude. Sa surface atteint un total de 186 mètres carrés et s'élève sur 2 étages. Mais personne ne peut le voir, puisqu'il est situé à 1,50 m sous terre. Qui imaginerait qu'il y a un énorme bunker sous cette petite cabane? C'est assez dingue. Je n'aime pas trop le terme de bunker. Pour moi, c'est une maison souterraine, sans fenêtre. À la suite d'une guerre nucléaire, des mois entiers, voire peut-être des années, seraient nécessaires pour décontaminer les zones radioactives. C'est pour ça que tout à l'heure, je rebondis sur cette info. Quand on parle de l'autre bunker qui n'a une autonomie que de 15 jours, quand on sait que les retombées radioactives, comme vient d'être dit dans le reportage, c'est plusieurs mois, plusieurs années, c'est pour ça que je dis c'est un peu léger. Donc là, dans ce bunker-là, c'est pas du tout le même problème. Là, on a un truc qui est conçu sur vraiment de la très longue période. Big Al passe 3 mois dans son bunker, parfois sans mettre le nez dehors pendant plusieurs jours d'affilée. 3 mois d'exercice en temps réel, c'est colossal. Il est vraiment surentraîné le type. Pour rester 3 mois dans son bunker, il faut vraiment déjà avoir un très très bon mental parce que je sais pas s'il est tout seul ou accompagné. Pour le coup, il a l'air d'être tout seul en plus. Alors lui, c'est l'exemple type de gens que beaucoup ont dû moquer à l'époque, parce que c'est des gens, ça fait des années qu'ils pratiquent ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Et là, aujourd'hui, les mecs, ils vont toquer à la porte de son bunker pour avoir une place, quoi. Oh là là, mais c'est quoi? On dirait une mixture un peu ragoûtante, là, pour le coup. Moi de jouer. Let's hunker down in the bunker and eat some bunker stew. All I can say is, dear bunker, you've C'est been sûr qu'il faut pas faire le difficile pour ce qui va être du rationnement alimentaire si vraiment il se passe quelque chose, parce que habitué à consommer comme nous le faisons quotidiennement, s'il vient demain à avoir une guerre ou un truc, tout le monde va se ruer dans les magasins, les transporteurs n'apporteront plus dans les rayons pour approvisionner, il n'y aura plus rien dans les rayons, il faudra faire avec ce que vous avez. La moindre boîte de conserve, c'est sûr que je peux vous garantir que les gens, quand ils crevaient la dalle, ils n'hésitaient pas à manger des rats, des chats, des chiens, des chevaux, enfin tout ce qui pouvait se manger, tout y passait, quoi. C'est terrible, c'est des situations qui sont heureusement pas, on n'y est pas confronté tout le temps, et forcément on n'y est pas entraîné, et c'est ça qui va causer, je pense, la majeure partie d'un effondrement social. Enfin, il y aura un chaos indescriptible, et c'est pour ça que ces gens-là seront dans leur petit cocon et ils essaieront de survivre tant bien que mal, pendant que dehors ça sera vraiment l'anarchie, quoi. C'est comme on voit dans les films où les gens sont prêts à se tuer pour une boîte de conserve, justement. Ne dites pas Al vit sous terre et les dingues. C'est moi le dingue ou c'est vous? Et il a pas tort maintenant, son discours est de plus en plus clairvoyant. Depuis près de 30 ans, c'est sur cette base militaire désaffectée qu'Ed et son épouse ont élu domicile. Et là, on est sur mon coup de cœur préféré, parce que le mec a fait une affaire de dingue. Là où durant la guerre froide, l'armée américaine stockait ses missiles nucléaires, ils se sont construits un terrier bien douillet, où ils se sentent à l'abri. Mais gars,
Dis-toi que le mec, enfin je vous fais pas le spoil, mais ce gars-là vient de racheter un silo à missiles nucléaires. Imaginez-vous la transaction, s'il te plaît. Bonjour, je voudrais acheter cette ancienne base militaire. Ça, c'est le panneau de contrôle des lancements. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment l'armée peut se séparer d'un tel édifice, d'une telle construction, au profit de particuliers. C'est quand même surréaliste. Ça ressemblait à ça au début des années 60. Malheureusement, les gros boutons pour lancer les missiles ont été enlevés avant qu'on arrive. Ils n'allaient pas lui laisser la fusée quand même. Mais il n'y en avait que deux. Disons, pour Moscou et Saint-Pétersbourg. Ah mais c'est dingue ça, regardez. Non mais c'est une info de ouf parce que ils ont quand même laissé les villes qui étaient à destination de ces missiles. D'avoir laissé ça, à mon avis, c'est un peu limite niveau diplomatique. Pour s'offrir un tel endroit, Ed Pendon n'a même pas eu besoin de casser sa tirelire. Et c'est là le plus fou. Le prix dérisoire de tout cet espace, de tout ce bordel, de cette base entière. L'armée américaine a tout bradé quand ces bases sont devenues obsolètes. Même si c'est obsolète, le prix d'achat est dingue. Rien que la structure a coûté aux contribuables 3 300 000 $ en 1960. Nous, on l'a eu pour 40 000 $ en 1983. Un génie. Un truc qui a coûté 3 millions en 60. Avec l'inflation, ça fait encore plus cher. On voit, il n'y a rien de rouillé, c'est pas vétuste, ça sert encore largement. Il a payé 40 000 $. Tout ça, tout cet espace. On se dit qu'on pourrait en tirer une belle somme aujourd'hui. Mais mec, non seulement tu vas le vendre plus de 3 millions ton truc, mais c'est l'affaire du siècle. Revendre des bunkers comme le sien et au prix fort, un métier qui rapporte maintenant gros à Ed Pendon. Bon, moi perso, je l'aurais gardé comme habitation principale. Depuis plusieurs mois, son téléphone n'arrête pas de sonner. Car plus le 21 décembre se rapproche, et plus la panique semble gagner du terrain. Oui, ce reportage date d'avant le 21 décembre 2012. C'était pendant un moment devenu une date assez incontournable de tout ce qui était fin du monde, puisque c'était la fin du calendrier Maya aztèque. Le calendrier aztèque. Le calendrier des Mayas plutôt. Et il s'arrêtait le 21 décembre 2012. Alors est-ce que c'est parce que, à l'époque, peut-être qu'ils ont conçu un truc qui n'allait pas plus loin, et que c'était comme ça, mais tout le monde l'avait interprété comme étant le signe de la fin des temps. Et donc forcément, à cette époque-là, c'était la ruée sur tout ce qui était un petit peu bunker, et déjà une première vague de se dire il me faut un petit truc pour être en sécurité. Le problème... En attendant, le mec il joue de la flûte, il est serein, il est bien. Et bien voilà, c'est terminé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo un petit peu réaction sur ce qui nous entoure, sur les gens qui sont un petit peu préparés. J'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur ce qui peut se faire dans ce domaine. Et puis si vous-même vous êtes déjà préparé, il me serait curieux de le savoir dans les commentaires. Si vous voulez rajouter un petit mot en disant moi c'est bon, ou j'ai mes réserves de nourriture, ou j'ai une petite pièce un peu cachée chez moi qui me permettra de survivre, ou non j'ai opté pour un bunker. Ce serait sympa de marquer sans forcément de grande précision, si vous voulez garder un peu tout ça secret, si vous êtes protégé ou non de qu'est-ce qui pourrait se passer. Une attaque nucléaire, une attaque pourquoi pas de zombies, pourquoi pas, on en est bientôt là. Il y avait eu ça, il y avait une époque où il y avait eu la drogue du crocodile ou je sais pas quoi qui rendait les gens complètement comme des zombies. Tout un tas de scénarios est possible aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut, même des aliens, enfin je sais pas, une éradication par les aliens comme le film La Guerre des Mondes, on est à l'abri de rien au final, on a tellement de possibilités qui peuvent nous tomber dessus, et cette guerre forcément qui pourrait s'étendre si le conflit s'envenime, si les parties commencent à ne plus se respecter, ça devient compliqué, et puis on a des dirigeants qui sont complètement à l'ouest pour gérer cette crise, il n'y en a pas un pour relever l'autre, c'est incroyable. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu de mon bunker, et puis on se dit à très bientôt. Ciao!